Malgaches ou français, vous tous qui nous regardez, à cette 10e édition du Jeudi Solo, bonjour et bienvenue. C'est également la première édition du Jeudi United et Jeudi Duo, si vous savez quand vous êtes chanceux. Merci à l'AENA ainsi qu'à l'ambassade de France et tous ceux qui font que ce projet ait lieu. Merci à vous d'être venus si nombreux. Ambiance, connaissance, on en aura grâce au bon Dieu. Alors aujourd'hui, des idées, des théories, mais surtout les jeunes qui vont les soutenir. Alors s'il vous plaît, encouragez-les, soutenez-les et écoutez bien. Bonjour, sous vos tonnerres d'applaudissements, nos premiers orateurs vont venir vous parler d'un thème qui nous touche au cœur. Enseignants, étudiants, vous qui êtes passés sur les bancs de l'école, aujourd'hui, Ave et Jennifer viennent vous parler du système éducatif et comment le sauver. Enseignants et étudiantes, ils vont parler de l'éducation. Étant au cœur du système, ils connaissent bien la situation. Ils mettront en évidence les problèmes existants et les solutions envisageables. Sauver le système éducatif est pour eux un chemin incontournable si l'on veut développer un pays. Sous vos tonnerres d'applaudissements, Ave et Jennifer. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Jennifer et je suis étudiante et voici Ave qui est lui professeur. Nous allons aujourd'hui vous parler d'un thème qui nous tient à cœur, sauvant le système éducatif. Alors on se rappelle tous de ce moment aussi merveilleux soit-il d'avoir été un élève dans notre vie. Oui, tu te souviens de cette époque? Regarde, Chen, là c'est moi. Tu te souviens de cette époque? Vous vous souvenez de cette époque où on faisait des devoirs à la maison, on faisait des exercices, et j'allais au tableau à chaque fois que le prof demandait un volontaire. C'était une époque fantastique quand même, n'est-ce pas, Jen? On n'a pas la même définition du mot fantastique, mais bon. Entrons dans le vif du sujet. Nous savons tous que notre système éducatif n'est pas parfait. Néanmoins, nous les élèves, on fait de notre mieux pour refléter ce que les professeurs nous enseignent et nous inculquent afin de devenir des hommes dignes de ce nom. Et des femmes. Excuse-moi. Bon, tu as dit des hommes, mais il y a aussi les femmes, des hommes et des femmes dignes de ce nom. Bon, d'accord, des hommes et des femmes dignes de ce nom. Bon, ensuite, on sait très bien aussi que dans notre système éducatif, il y a un manque flagrant d'investissement, de volonté et d'implication envers nous, les acteurs du système éducatif, que les gens au-dessus de nous. Alors, un proverbe chinois que j'apprécie particulièrement disait que si l'on veut détruire une nation, il faut détruire son système éducatif. Alors, comment sauver ce système éducatif si à l'école, on nous offre le spectacle le plus ignoble et pitoyable au monde? Jen, est-ce que tu es en train de dire que je suis un spectacle ignoble? Non, je ne suis pas en train de dire que tu es ignoble. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que notre mauvais système est plus que flagrant. C'est aussi le cas pour ces acteurs clés de notre système éducatif que nous appelons professeurs. Néanmoins, les bonbons sont super doux, j'avoue, mais ils n'ont pas la place dans notre système éducatif. On devrait plutôt donner une considération à ces professeurs pour que nous, les élèves, nous leur rendons leur travail plus facile. Mais eux aussi, ils devraient nous aider à nous épanouir en faisant ça par vocation. On a tendance à entendre que les professeurs ont fait ça parce qu'il n'y avait plus rien sur le marché du travail. Et c'est ça que nous devrions éviter, afin d'éviter toute forme de corruption et de népotisme dans le système éducatif. Bon, je ne comprends toujours pas pourquoi tu as mis une bonbonne sucette dans le PowerPoint. Mais on va avancer. Oui, effectivement, ce ne sont pas tous les professeurs qui font de la même manière qu'elle a dit tout à l'heure, puisqu'il y a certains professeurs qui font ça par vocation. C'est ton cas? Oui, c'est mon cas. Il y a certains professeurs qui font ce métier parce qu'ils adorent ce métier-là. Et moi, je remercie particulièrement mes étudiants, puisque à 98% des cas, j'ai la chance d'avoir des étudiants formidables. Bon, les 2% sont des malades qu'il faut guérir.
mais à 98%, j'ai la chance d'avoir des étudiants merveilleux. Donc je pense que ça, si on veut sauver le système éducatif, les professeurs et les étudiants doivent apprendre à collaborer ensemble. Oui. L'élève, c'est comme une graine et le professeur, c'est comme un agriculteur. Le prof va aider l'élève à germer et à pousser, mais au final, l'élève, la graine, va prendre la forme qu'elle voudra. Donc, chers élèves, soyez conscients que ce que vous faites aujourd'hui, les actions que vous entreprenez aujourd'hui, vont définir votre futur, mais non seulement votre futur, mais aussi le futur de la nation. On n'est pas obligé de faire des grands changements, on peut commencer petit. Alors, chers professeurs, si cela n'est pas votre vocation, n'effectuez pas ce métier et ne rendez pas la vie des élèves insupportable. Et chers étudiants, il y a parmi vos professeurs des professeurs extraordinaires qui se lèvent aux aurores pour vous enseigner et pour vous donner leurs connaissances, pour vous partager leurs connaissances. Ne rendez pas la vie de ces professeurs difficile. Soyez conscients qu'il fait tout cela pour votre avenir. Et chers compatriotes, au lieu de dénigrer notre système éducatif, aidez-nous à l'améliorer, puisque c'est ensemble que nous pouvons améliorer ce système éducatif. Et pour terminer, nous aimerions que vous citiez avec nous cette citation. Nous allons lire ensemble, je compte jusqu'à 3. 3, 2, 1. Avançons ensemble vers le vrai développement, sauvant le système éducatif. Merci beaucoup. Donc, en résumé, si on veut développer un pays, il suffit de rénover notre système éducatif. Et comme nous sommes ici majoritairement des jeunes, je vous invite à acter pour le développement de Madagascar. Maintenant, nous allons encore rester dans le domaine scolaire. Nous allons parler du harcèlement en milieu scolaire. C'est une survivante d'harcèlement qui va nous parler. Elle est également membre de l'association FEUCU et elle était victime d'harcèlement et elle milite contre l'harcèlement scolaire. Elle incite également les jeunes à prendre la parole et s'opposer directement aux harceleurs afin de soutenir les victimes. Mesdames et messieurs, Alicia. Bonjour à tous, je suis Alicia Rarsou et je suis ici pour vous parler du harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire, une prison à abattre. Le harcèlement, ou tout ce qui entraîne une souffrance, que ce soit physique ou psychique à ses victimes, est une prison à abattre. Mais pourquoi ? Eh bien, se faire harceler est vécu par plus de la moitié des jeunes étudiants. Nous normalisons trop le fait d'être harcelé que ça devient une routine pour certains. Pourtant, nous connaissons les conséquences que ça entraîne chez les victimes, car ça les empêche de vivre une vie paisible et sereine. Faire du mal à quelqu'un peut être aussi facile que de jeter une pierre à la mer, mais avez-vous idée de la profondeur à laquelle cette pierre peut s'enfoncer ? La société, elle standardise le harcèlement scolaire. Elle est considérée comme étant une étape de vie à laquelle chaque individu doit passer, comme si c'était la faute aux victimes de se faire harceler, surtout quand il s'agit de grossophobie ou de maigrophobie. Pour eux, on n'a pas le droit d'être différent, pas seulement dans le physique, mais ça peut aussi concerner un handicap, la religion ou même la différence des situations financières. La discrimination, ça entraîne des discussions mentales chez les victimes. Ça commence par des petites blagues, par des surnoms, et ça se transforme en harcèlement vu sa répétition quotidienne. Face aux victimes, arrêtez de dire que ce n'est qu'une vanne et que ça ne devrait pas les choquer pour autant. Pourtant, vous connaissez l'effet que ça fait quand on utilise vos faiblesses ou vos défauts contre vous. Mais vous aimez
vous sentir comme étant la bête chassant sa proie. Vous en êtes fiers et ça vous ravit même. Et pourtant, ces harceleurs sont souvent des personnes qu'on rencontre tous les jours. Ça peut être des étudiants ou des enseignants venant du même établissement que la victime. Ces derniers les traitent de balourds, d'incapables. Ils leur disent qu'elles n'arriveront jamais à rien. À quoi va servir une ordure comme elle? Mais si seulement ils savaient l'effet que ça fait de subir leur discrimination pendant des années. Soyons conscients que les mots sont gratuits, mais la façon dont vous les utilisez pourrait vous coûter cher. Ces mots blessants incitent vos victimes à perdre la confiance en soi. Ça entraîne des destructions mentales, ça les mène aux dépressions et même aux mutilations. Le suicide, on n'en parle même plus, mais le pire, ça pourrait les pousser à être assoiffés de vengeance et c'est là que naissent les nouveaux harceleurs car on ne se remet jamais de ce qu'on a vécu. Donc, pour éviter ce cercle vicieux du harcèlement scolaire, je vous incite premièrement, chers enseignants, à prendre la responsabilité de soutenir ces victimes du harcèlement au sein de votre établissement, sanctionner ces actes répréhensibles commis par les harceleurs, qui délient à changer, pas les soutenir, ni à ignorer leurs actes. Nous allons à l'école pour étudier, pas pour se faire harceler, ni pour qu'on nous traumatise. Chers parents, soyez là pour votre enfant. Montrez-leur que vous êtes des parents qui peuvent soutenir leur enfant, parce que ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on a des petits problèmes. Ne soyez pas parmi ceux qui ignorent leur enfant, ceux qui ignorent leur appel à l'aide. Et à vous, chères victimes du harcèlement, mettez dans votre esprit que chacun porte sa beauté en elle, chacun a ses défauts et c'est ce qui nous rend uniques et incomparables face à ce monde où l'égalité prend une grande place. Acceptez-vous comme vous êtes, aimez-vous, ayez confiance en vous et surtout sachez que vous aurez tort de changer pour vous faire accepter par la société. Osons prendre la parole et protestons contre ces agissements parce que chaque voix compte. Après ce vibrant appel à la fin du harcèlement scolaire, c'est une autre panéliste qui vient abattre une autre et une ancienne vision du monde. Nadia Razafi-Armalal, membre active et responsable de la team violence basée sur le genre de l'association IEC. Nadia a comme ambition de promouvoir les femmes et de réduire le taux de violence conjugale faite aux femmes. Pour elle, la nouvelle masculinité, la masculinité positive, que j'aime ce mot, est un des moyens pour atteindre cet objectif. Madame Nadia. Bonjour tout le monde. D'abord, je vais vous poser une question. Qui rêve de vivre dans un monde meilleur, pas de violence, tout le monde s'entraide et pas de foyer brisé? Ok, tout le monde. Je m'appelle Nadia et aujourd'hui, je vais vous parler de la masculinité positive et comment ça pourrait changer le monde pour le rendre un peu plus meilleur. Pour commencer, je vais vous raconter l'histoire de cette petite famille, un jeune couple avec un petit garçon et une petite fille. En général, leur vie se résume à monsieur, il part travailler le matin, il a un travail très bien rémunéré, tandis que madame, elle est femme au foyer. Le soir, quand monsieur rentre à la maison, il se repose devant la télé ou joue à des jeux vidéo avec son fils, tandis que madame, elle continue toujours les tâches ménagères, comme préparer le dîner ou s'occuper des enfants. Un jour de Noël, comme tous les autres enfants, les enfants ont reçu des jouets de Papa Noël, des jouets de petit garçon pour le petit garçon et des jouets de petite fille pour la petite fille. Les enfants demandent donc à leurs parents, « Papa, maman, pourquoi est-ce qu'on ne reçoit pas les mêmes jouets? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas les mêmes choses à la maison ?» Papa répond donc gentiment aux enfants, « Mon fils,
Quand tu seras grand, tu dois travailler et avoir plein d'argent comme papa pour subvenir aux besoins de ta famille. Tandis que toi, ma petite fille, plus tard, tu dois t'occuper de ton mari et de tes enfants, comme le fait ta mère actuellement. D'accord, papa? Un beau jour, la société de papa est tombée en faillite. Il se retrouve donc sans emploi du jour au lendemain. Avec cette situation, madame devait essayer de trouver un emploi à laquelle elle va travailler 10 heures par jour, mais quand elle rentre le soir, c'est là qu'elle va essayer de rattraper toutes les tâches ménagères qu'elle n'a pas pu finir pendant la journée de travail. Et quelques mois plus tard, monsieur n'arrivait toujours pas à trouver un nouvel emploi, est devenu très dépressif et alcoolique. Et quand il rentre à la maison le soir, il commence à battre sa femme et des fois ses enfants. Avec cette situation, madame ne supportait plus, elle a quitté la maison. Le foyer est donc brisé. Très dommage. Mesdames, messieurs, ce qu'on vient de voir là avec les caractères de monsieur, ce sont ce qu'on appelle la masculinité toxique. Toxique pourquoi? Parce que ça détruit, ça rend malade, ça pourrait même tuer. Mais il y en a encore plein d'autres comme un homme, ça ne pleure pas, un homme, ça ne doit pas avoir peur, ou un homme, ça doit être dur et agressif. Qu'entendons donc par la masculinité positive? La masculinité positive, c'est tout ce qui est contraire de masculinité toxique, c'est-à-dire la perception de la masculinité qui est dépourvue de violence, de relations inégales et d'injustice. C'est-à-dire que vous, monsieur, ainsi que vous, madame, vous devez travailler ensemble pour subvenir aux besoins de votre famille, mais en dehors de vos heures de travail, vous devez vous entraider avec toutes les tâches ménagères à s'occuper de vos enfants, ainsi que les autres tâches qui vous attendent à part votre travail. Comment allons-nous donc promouvoir cette nouvelle masculinité dans notre société? D'abord, avec l'éducation de nos enfants. Allons bannir les stéréotypes de ce qu'est un homme. Comme un homme, ça doit gagner beaucoup d'argent, ou un homme, ça doit être agressif, ça doit être dur. Un homme, ça ne pleure pas. Un homme, ça ne doit pas avoir peur. Non, pas du tout, monsieur. Peut-être que vous avez peur parce que vous allez monter sur le scène de Jody. C'est normal. Vous êtes toujours un homme. Vous étiez un homme. Vous êtes un homme et vous resterez un homme. Ensuite, n'hésitez pas, cher monsieur, cher père de famille, cher jeune homme, à montrer un bon exemple autour de votre famille ou votre entourage. Pendant votre réunion de famille, par exemple, n'hésitez pas à vous lever, aller dans la cuisine, aider les dames au lieu de rester assis devant votre bouteille de bière. Ou bien un homme qui fait les tâches ménagères, est-ce que ça devient une femme? Non, vous n'êtes pas du sarbavin parce que vous faites les tâches ménagères. Ou bien si vous faites la lessive de votre femme parce qu'elle ne peut pas les faire pour une quelconque raison, ça fait de vous un non, pas du tout, monsieur. Et finalement, n'hésitez pas d'aider votre femme quand elle a besoin de vous. Ça va favoriser la proximité avec votre femme et avec vos enfants et va assurer la construction d'une famille plus solide. Merci. Mpampianatra amin'ny teny anglisy no resaka amintsika manaraka eto fa hiteny amin'ny teny malagasy izy satria hoy izy manandanja ny feon'ny tanora. Manohitra tanteraka ny herisetra noho ny tsy fitoviana izy. Noho izany idealy no iresaka antsika hoe izao mpamono ve sa mpamelona olona. Raha te ho tonga olona tsara ianao, miaraha miaraka amin'ny olona tsara. Raha te ho tonga olona tsara ianao izy le citation zay dia miaraha miaraka amin'ny olona tsara. Dia te araka aminareo manomboka androany, te araka anao manomboka androany. Miaraba antsika rehetra
idealy ianarako dia androany hitondra sizara amintsika hevitry tanora izay mitovy hevitra amiko ary hiresaka ny zavatsika iainantsika andavanandro amin'ny alalan'ity lo hevitra ity hoe izaho mpamelona ve sa mpamon'olona fa mpamon'olona ahoana moa fa iza dia inona no nataoko ka hoe mpamon'olona ny tenenao anahy tsy tokony adintsika fa tsy ny mpangalatra irery ihany no mampahory ny olona tsy ny olon-dratsy irery ihany no afaka manala ain'olona ary mino fa mitovy hevitsika tsy natao an'ireny tanora rehetra ihany no manimba olona fa ny teny izay aloako ny vavantsika koa ne dia manimba olona dia asiako mafy ny tenako satria aika izaho fa namono olona ary aika izaho efa namono ny reniko ny famaly izay tamin'izay dia farany namoaka vava hoe nanenenako ny manana rena ohatranareo dia teo voatsapako hoe aika ny teny koa marary volana lasa teo dia nalaza be ny resaka Apollo 21 satria irabe sy rakotony ny ara-hevitra saika hamonany rapirezy fa isika koa kay miara miray olona amin'ny olona afany mandeha mamono olona anazavantsika anazy dia fiainantsika tovy ity rozy tsara tare ity na tsara tare ary afaka misy mamono foana satria nahoana hoe tompo vao baka dia seho amin'ny style eo vao seho miteny français kely tsy ianao koa ne tsy dia afaka dia fa na tsy mipaika ny vatana amin'ny olona ary ny teny izay ataontsika tsiray avy ka raha misy teny marary ray avato teny marary ray avato mitambatra dia manosika ny olona ny famoiza-po zany manosika ny olona ny famonoan-teny zany fa andaontsika hifaly fa aikay tsy ny dokotera ihany no afaka manavitra ain'olona sy ny tsy voatery ilay mpianatra mahay indrindra koa isika vao afaka mampifaly ny dada sy neny ary tsy voatery hitovany ny andro rabarisoso ny mpanomana ny jeudi isika vao afaka manome fifaliana ho an'ny olona fa isika ihany koa dia afaka mamelona amin'ny alalan'ny teny izay aloaka ny vavantsika tamin'ny nanomana an'ity speech ity dia natsapa nisy olona mamelona satria tao nisy ny teny hoe alefasy lesy fa vita lahy io ho tonga izay anotrina lahy sasa miteny hoe aza misalasala manontany an'ny coach zao raha misy tsy mahazava ary misy ny teny misy tao hoe ho atokaka anao fotoanako amin'io andro eo amin'ny zavatra rehetra izay olazaintsika dia misy vokany avokoa na tsara na ratsy na amelontsika na amono fa androany isafidiny amelona indray sotra vesaka tompoko ary raha resaka amelona ihany dia zavatra fanankiray ny tokony velomina koa dia ny tanindrazantsika fantatrareo ve Stéphane? Stéphane est un jeune entrepreneur œuvrant dans la région Ménakeli. Aujourd'hui, il vient vous parler de revenir au pays, un pari osé mais à tenter. Ce jeune métis malgache et grec a effectué toute sa scolarité dans le système français, mais a fait le choix de rester au pays. Il nous expliquera ses motivations et les principales difficultés qu'il a rencontrées jusqu'à présent. Et surtout, pourquoi selon lui, rester au pays est un pari à relever, à tenter. Bonjour à toutes et à tous. Bon, comme il m'a si bien présenté, ce que je veux savoir aujourd'hui est une chose simple, avant que l'on commence de parler de ce sujet qui me tient à cœur. Revenir au pays, un pari osé, mais à tenter. Dites-moi dans la salle, les étudiants, les travailleurs, les employés, qui rêvent de partir à l'étranger? Je souhaiterais que le public lève la main. Oh, fort! Voyez-vous toutes ces personnes-là? Je ne suis pas là pour vous dire que vous avez tort. Je ne suis pas là non plus pour vous dire que vous avez raison. Je suis juste ici pour vous mettre en tête une considération supplémentaire. Car aujourd'hui, selon moi, on ne pense pas assez à ça. Selon moi, aujourd'hui, revenir au pays ne consiste qu'en trois choses simples. Dans quel cas avez-vous déjà entendu un membre de votre famille ou des amis revenir au pays? Premier cas, un cas triste, certes, lors d'un décès.
On rapatrie le corps au pays. Vernon Panjazan. Deuxième cas, lors de la retraite. Et troisième cas, lors d'un échec scolaire. Mais aujourd'hui, à travers mon histoire, je veux vous prouver que revenir au pays est un pari, certes, mais un pari qui peut en valoir le coup. Donc, je vais vous présenter ceci, une histoire d'amour. Une histoire d'amour entre ma famille et ce pays, une histoire d'amour entre mon grand-père et ce pays, une histoire d'amour entre moi et ce pays qui m'a vu naître et ce pays qui m'a vu grandir. Et particulièrement, cette ville. Bon nombre d'entre vous ne connaîtraient pas cette ville, Mae Tran. Si je vous demandais de la situer, personne ne saurait. La seule chose que vous pourriez me dire, ce serait Mae Tran, Ratsendalana. Ok, c'est vrai. Mae Tran, Tandal. Ok, d'accord, on peut l'acquiescer. Mais malgré tout, c'est ma ville de cœur. Et bon, comme dans toute histoire d'amour, il y a eu un moment où il y a eu une séparation. Et pour les études et bon nombre de raisons diverses, je dus me séparer à la fois de ma ville, de ma région et de mes parents et commencer à étudier à partir de mes 9 ans à la capitale. Je fus un parcours scolaire dans le système français, depuis mes petites classes jusqu'à la terminale, un parcours scolaire normal. Je ne fus pas non plus le premier, je ne fus pas non plus le dernier, j'étais dans la masse. Mais il y a bien un moment où cela se termine. J'ai eu mon bac, et oui, c'est vrai. Mais même moi, j'ai du mal à me dire que c'est vrai, j'ai déjà eu mon bac, mais voilà. J'ai eu mon bac, c'est la fin d'une époque. Et à la fin de cette époque-là, comme bon nombre de jeunes lycéens, je ne savais pas tellement où aller, je ne savais pas tellement où j'allais. Qu'allais-je faire? Pourquoi allais-je le faire? Donc, il y a eu un choix à faire. Certains reconnaîtront cet établissement, mais tandis que mes amis passaient la majorité de leur temps sur Parcoursup pour tenter d'aller à l'étranger, pour tenter de s'inscrire dans une université qui ne savait même pas où allait-elle se situer, certains voulaient aller à Paris, ils finissaient à La Rochelle. Excusez-moi si certains de mes amis se sont visés à ce moment-là, mais voilà. Moi, j'ai décidé de rester au pays. J'ai décidé de tracer ma voie autrement, parce que je me suis dit, si je ne suis pas le meilleur à travers mes notes, comment est-ce que je vais me faire remarquer? Parce que, en tant qu'employeur, lorsque je vais lire les CV, un CV normal, un CV qui ressemble à tout autre ne va pas m'intéresser. Donc je me suis dit, je veux tracer ma route autrement. Donc j'ai choisi de rester à Madagascar. Et là, il y a eu le début d'une nouvelle histoire et un retour aux sources pour moi. Car non seulement j'ai décidé de rester au pays, mais à la suite d'autres événements, j'ai commencé à entreprendre et je suis revenu dans ma région, dans ma petite ville, loin de tout, reculée. Et j'ai commencé à tracer une nouvelle histoire, à raconter une nouvelle histoire. Et pour moi, ce retour aux sources-là a été un élément déclencheur. C'est à ce moment-là que je me suis dit, je pense que j'ai trouvé ce qui me plaît. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai choisi de ne pas me mettre en pantalon. Car je ne vais pas vous mentir, j'ai passé quasiment 365 jours l'année dernière en short. Et je me suis dit que pourquoi me cacher et autant me montrer comme je suis tous les jours. Donc, le début de cette nouvelle histoire-là est passé à travers non seulement le travail, je suis devenu entrepreneur en reprenant une partie des activités familiales, mais également à travers certaines actions que j'ai pu faire dans ma région. À l'exemple de ce projet que l'on a eu avec Djarnouf, où on a distribué des livres dans près de 70 EPP de la région. Et en fait, ce sont toutes ces petites actions-là. C'est là une signature de partenariat entre l'Alliance française et nous, car également je travaille dans le domaine de l'éducation, dans le secteur de l'éducation. J'œuvre petit à petit à améliorer ma ville et ma région. Car pourquoi j'ai choisi d'œuvrer dans l'éducation? C'est parce que je me suis dit, je ne veux pas qu'il y ait d'autres jeunes enfants de la région qui se disent « je dois quitter ma région pour pouvoir étudier, je dois quitter ma région pour pouvoir m'améliorer ». Donc j'ai décidé d'œuvrer dans ce domaine-là, d'œuvrer dans le social et de travailler. Et selon moi, c'est un pari qui a porté ses fruits. Car ça, c'était au cours d'une distribution, mais rien ne vaut un sourire, rien ne vaut ce bonheur de sentir que l'on aide son prochain, que l'on aide des gens comme nous, que l'on aide des gens qui viennent du même milieu que nous.
Et donc, je travaille au service de mon pays aujourd'hui. Je plante, je fais des reboisements, il est vrai. Je n'ai pas de carrière politique ou comme ça. Je ne dis pas que je vais changer toute la région. Non, je dis qu'aujourd'hui, j'apporte ma part à cet édifice. Et pourquoi j'apporte ma part à cet édifice? Car je vois bon nombre de personnes qui critiquent, certes, comme ces deux jeunes hommes, mais qui restent à l'extérieur. Et pour moi, quitter le navire qui est en train de couler et accuser le capitaine « Ah, le navire, il est en train de couler, il ne fait rien, tandis que nous-mêmes, on ne fait rien pour sauver ce navire-là », je trouve que c'est quelque chose d'inacceptable, selon moi. Car lorsque l'on quitte le navire, on participe nous-mêmes à le faire couler. Et donc c'est pour ça aujourd'hui que je ne vous dis pas « revenez au pays », mais que je vous dis « pensez à revenir au pays ». Et pourquoi revenir au pays? Je vais vous donner un exemple simple, un article de Les Échos. L'avenir, c'est l'Afrique. Le continent africain a d'énormes potentialités en termes de ressources minières, agricoles, démographiques. C'est-à-dire que le fait de dire qu'en Afrique, il n'y a rien à faire, en Afrique, il n'y a rien, en Afrique, c'est un pays pauvre, c'est un pays qui n'a pas d'avenir, c'est faux, car on a les moyens d'améliorer ça, on a les moyens de changer les choses, que ce soit en Afrique, que ce soit à Madagascar, que ce soit dans sa ville, dans sa région. Et voilà, c'est vrai, c'est quelques photos de la capitale. Malheureusement, vu l'état de la route, vous comprenez que je n'ai pas pu prendre des photos de là-bas tout de suite. Mais voilà, j'ai mis quelques symboles. Certaines de ces choses-là, par exemple, le nouveau stade, on ne va rien parler de politique, mais c'est quand même une fierté de l'avoir, certes. Parce que lorsque quelqu'un va venir, en général, des étrangers, ils vont se dire « Ah, vous avez ça ici, vous ?» Et bien, on a ça et on aura bien d'autres choses dans ce pays-là. Et bien d'autres choses qu'on n'entendra pas forcément le gouvernement pour le faire, mais que nous-mêmes, on pourra le faire. Et je souhaiterais finir, car je me suis un peu étalé avec cette devise « Mas Nantanjazana », la patrie est sacrée. Mais je voulais la sortir de son contexte, d'un contexte politique, et je voudrais l'utiliser aujourd'hui, car il est vrai, on l'utilise à tort et à travers, mais pour les Malgaches, pour les Africains, pour le monde entier, la patrie est quelque chose de sacré. Car ce n'est pas pour rien qu'une bonne partie d'entre nous, lorsqu'on décède, on veut revenir ici. Car pour nous, c'est quelque chose de sacré. Mais s'il vous plaît, ne considérez plus seulement votre pays ou votre région ou votre ville comme seulement un cimetière, un tombeau, un endroit où vous allez être inhumé, car c'est quelque chose d'autre. Ça peut être peut-être votre futur lieu de vie, ça peut peut-être être votre futur lieu de travail. Donc, s'il vous plaît, pensez-y. Et mettez juste dans un coin de votre tête au moins que le retour au pays est une solution. Merci à tous. Maintenant, c'est une personne passionnée de lecture qui a pour objet de s'investir davantage dans des actions sociales pour améliorer les droits des femmes et des enfants. Cette personne va nous parler de l'harcèlement de rue qui ne constitue point une drague. Alors, mesdames et messieurs, Johanna. Soua est une fille qui craint de sortir à cause d'une chose. Sortir, c'est risquer d'être une proie, et elle ne veut plus subir les gestes déplacés des hommes. Cette chose n'est autre que le harcèlement de rue. Mais pris de manière légère par notre entourage, c'est juste considéré comme une manière légère de draguer. Bonjour, je m'appelle Johanna. Il est temps de corriger cette mentalité. Non, le harcèlement de rue, ce n'est pas de la drague. Et c'est d'ailleurs le thème que j'aborde aujourd'hui. La différence entre la drague et le harcèlement de rue, c'est tout d'abord une question de consentement. En effet, la drague, c'est quelque chose qui se fait à deux. On s'assure que l'autre personne soit consentante, qu'elle soit réceptive. D'ailleurs, pour reprendre les mots de la page Pay Tachnek, la drague, c'est quand tu manifestes ton envie de connaître la personne ou de la revoir, mais surtout de respecter son éventuel refus, et il faut aussi tenir compte du contexte adapté. Alors, le harcèlement de rue, qu'est-ce que c'est ? Le harcèlement de rue, c'est quoi ? Le harcèlement de rue, ce sont les sifflements, ce sont les blagues à caractère sexuel, ce sont les regards obscènes, ce sont les attouchements.
mais aussi l'exhibitionnisme et les commentaires déplacés sur nos corps et sur nos tenues faites par des hommes qui nous sont inconnus. Voilà pourquoi siffler, c'est du harcèlement de rue. Tenir des commentaires sur nos tenues en disant « Chérie, manja kinjia ». Glisser trop proche de nos oreilles. Ou encore dire « Rasta, Rasta ». Ou encore dire « Forma B ». À des personnes qui n'ont rien demandé, c'est du harcèlement de rue. Insister après qu'une personne ait manifesté sans refus d'échanger, c'est du harcèlement de rue. Enfin, les attouchements, les mains sur nos cuisses ou encore sur les fesses, alors qu'on n'a rien demandé, c'est carrément de l'agression, une atteinte sur notre corps. Imaginez un peu le dégoût qu'on peut ressentir quand des mains dégoûtantes, sûrement pleines de bactéries, qui ont été utilisées pour pisser ou venant de je ne sais où, se posent sur vos cuisses et vous caressent alors que vous n'avez rien demandé. Alors, vous l'aurez compris, le harcèlement de rue, ce n'est pas de la drague et cela crée des impacts sur les victimes. Les impacts, c'est tout d'abord le sentiment de dégoût. Le sentiment de dégoût et de malaise. Et ressentir comme si l'on n'était qu'un morceau de viande. Mais c'est aussi, comme dans le cas de Soua, se sentir en insécurité, être méfiante et même ne plus vouloir sortir de chez soi. Et puis quand on sort, on se retrouve obligé d'adapter nos tenues. Je vous dis, c'est frustrant de trouver qu'une tenue est super sympa, mais ne pas oser la mettre parce qu'on veut éviter des commentaires. Et puis, on a aussi peur d'être suivi quand on rentre seul. N'est-ce pas qu'il nous arrive parfois de changer de chemin ou encore de trottoir quand on voit un certain groupe d'hommes sur un côté? On met aussi nos écouteurs. Ça, c'est pour faire semblant d'être indifférente. Mais on le met juste pour faire semblant d'être indifférente. Toutefois, on reste alerte, si jamais. Alors moi, je vous vois venir. Il y a certains, sûrement, qui vont dire « Oh, mais on peut plus draguer de nos jours, vous voyez le mal partout, ouais. » Non. Non, non, non. Sachez que dénoncer le harcèlement de rue, c'est déjà un grand pas. Ne le voyez pas comme une manière de réduire votre chance de séduire. Puisque, à mon humble avis, vous ne pourrez pas avoir la femme de votre vie en la sifflant ou encore en usant des gestes déplacés. Alors, comment agir? Certes, un changement immédiat est très difficile, mais à commencer par notre proche. S'il vous plaît, cessez de minimiser les comportements des harceleurs. Ne dites pas « Ah, mais ce n'était rien, il y a pire ». Ou encore « Tu devrais te sentir flatté, il s'intéresse à toi ». Ça décrédibilise les victimes. Ne dites pas non plus « Vu la tenue que tu portais, normal que ça t'est arrivé », sous prétexte qu'on portait des vêtements un peu trop courts ou qu'on portait des robes. Cela culpabilise les victimes alors que le sentiment de honte devrait revenir aux harceleurs. Enfin, un dernier message aux harceleurs. Laissez-nous tranquilles. Charles Swannon disait que la vérité n'était pas toujours évidente. Mais là, vous aurez compris, non, le harcèlement, ce n'est pas de la drague, et non, ça ne marche pas. Après cette passionnée de lecture qui vous remet les idées en place et les mains dans les poches, nous voilà avec une autre passionnée de lecture. Étudiante en droit et en gestion à l'université d'Antananarivo, Kuluna travaille avec une association œuvrant dans l'éducation. Passionnée de lecture, elle souhaite partager les bénéfices de cette dernière afin qu'elle ait un impact direct sur les jeunes. D'où son thème, le pouvoir des livres. Et elle nous donne une petite citation. « L'esprit qui ne lit, pas maigri, comme le corps qui ne mange pas. » Victor Hugo. Lire, c'est boire et manger.
L'esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas, disait Victor Hugo. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Cluna et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le pouvoir du livre. Alors, lisez. Lisez parce que vous ne savez pas le plaisir que cela peut vous donner. Lisez parce que vous n'imaginez pas à quel point un livre peut vous rendre heureux. Lisez parce que lire peut vous aider à s'échapper de cette médiocrité, imbécilité. Lisez parce que lire élargit nos connaissances, elle nous met à l'abri de l'ignorance. Lisez parce que lire délivre. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter ma petite romance avec la lecture, qui a débuté quand j'étais encore très jeune et très immature. La lecture m'a attirée avec les bandes dessinées, et depuis ce jour-là, j'étais devenue une passionnée, je n'ai plus cessé de bouquiner. Le livre a chassé mes mots par des mots, en devenant l'un de mes divertissements le plus beau. Le livre a banni de ma vie l'ennui, le temps perdu, et si je suis là aujourd'hui, c'est sûrement grâce à lui. La lecture m'a fait découvrir d'autres civilisations et cultures, mais le plus souvent, elle m'emmène à des aventures. Elle m'emmène un peu partout et je ne sais jamais où, parce qu'il y aura toujours des livres à lire, donc j'aurai toujours un nouveau monde à découvrir et j'aurai toujours un rôle à détenir. Dans les livres, il y a des pages à tourner, pas besoin de cliquer ni de recharger, pas besoin de forfait. Vous allez voir, ça ne s'éteint jamais. Selon un proverbe chinois, ne plus lire depuis longtemps, c'est comme perdre un ami important. Parce que les livres sont les amis les plus discrets, les conseillers les plus accessibles, les plus sages et un professeur vraiment patient, disait William Charles. Les livres vous aident à mettre un mot à ce que vous ressentez. Et ces mots qui vont vous apaiser parce que vous faites partie d'une collectivité. Et c'est un peu ça, sa singularité. Et si jamais vous n'avez rien appris de ce que j'ai dit, au moins votre vocabulaire sera enrichi. Et vous saurez comment écrire les mots exactement, parce que depuis le temps des écrans, les gens ne savent plus écrire les mots correctement. Avant de terminer mon intervention, j'aimerais vous demander à vous libérer des écrans. Savez-vous que les écrans vous détruisent tandis que les livres vous construisent? Savez-vous que les écrans vous vident tandis que les lectures vous remplissent? Mais bon, c'est à vous de décider parce que je sais que c'est un choix vraiment dur. Car l'écran, c'est la facilité et notre attention est facilement captée. Mais contrairement, c'est pas ça qui rendra votre liberté. Les écrans, c'est un instrument d'asservissement. Alors, soyons tous conscients. La lecture est une arme de liberté. Lire nous rend cultivés, curieux, émotifs, sensibles et imaginatifs, rieurs, révoltés, paradoxaux, joyeux, passionnés, frissonnants, libres et heureux. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Bon, du coup, je vais lire ceci. Tout qui est étudiant en master en agromanagement à Agro-Ankatsu, et il est également passionné de lecture, de psychologie ainsi que de la vie sociétaire et a l'intention de prouver que les hypersensibles sont des personnes normales, même si elles possèdent des caractères un peu hors du commun. Loin d'être un défaut, l'hypersensibilité est un don extraordinaire et une force. Monsieur Touki. Mais qu'est-ce que je fais ici? Quel est l'esprit qui m'a guidé dans cet endroit? Je pense que je vais reprendre ma place. Mais non, c'est trop tard. Je suis là et ils sont là. Ils attendent que je dise quelque chose. Du calme. Mon cœur, je pense qu'il va exploser. Cette ceinture, elle est trop serrée. Je ne supporte pas cette lumière. Waouh! J'arrive à entendre toutes vos émotions qui me regardent, tous vos sentiments. Et cette voix dans ma tête qui me dit que je suis trop nul. Pleurnichard, poule mouillée, stop! Mesdames et messieurs, je m'appelle Touk et je viens de vous présenter en quelques secondes les esprits qui passent dans la tête des hypersensibles. J'ai l'air d'un fou? Non, je ne suis pas fou, mais je suis hypersensible. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un sujet qui est encore mal compris, mais qui concerne un bon nombre de la société. Selon les statistiques, 15 à 20% des personnes sont hypersensibles
c'est-à-dire une personne sur 5. C'est quoi donc être un hypersensible? Être hypersensible, c'est de voir, de sentir et de ressentir les choses plus intensément et plus profondément. C'est de voir les détails que les autres ne voient pas. Nous sommes dans l'hyper, nous sommes dans l'excès. Nous avons trop d'émotions, trop de sensations et trop de pensées qui vont dans toutes les directions. Et ce fonctionnement de l'esprit des hypersensibles, il est un peu singulier. C'est ça ce qu'on appelle l'esprit des 1001 nuits, où chaque conte ou chaque histoire racontée par Scheherazade va être associée à la suivante. C'est comme une histoire interminable. C'est la même chose pour l'esprit des hypersensibles. C'est une pensée qui ne se termine jamais. C'est une pensée qui va en arborescence. Si on demande à une personne hypersensible et une personne qui n'est pas hypersensible de penser de A à Z, la personne qui est hypersensible, il va penser de A et tout d'un coup, il va penser à Z. Ensuite, il revient à B, ensuite, il pense à M, ensuite, il pense à T. C'est un peu le bazar. Mais une personne qui n'est pas hypersensible, il va penser de A, B, C, D, E, F, G, H, ainsi de suite jusqu'à Z. Et pourquoi on réagit comme ça? Tout simplement parce que notre cerveau, il travaille beaucoup plus vite, beaucoup plus rapide et beaucoup plus en profondeur. C'est comme ça que notre cerveau, il est programmé tous les jours. Mais vous savez, penser comme ça tous les jours, c'est très fatigant, très stressant et très déprimant. Et du coup, être un hypersensible, c'est parfois un handicap. Et si quelqu'un me demande quel est ma plus grande défaut, je réponds mon hypersensibilité. Et si quelqu'un me demande quelle est ma plus grande qualité, je réponds également mon hypersensibilité. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les 4 étapes pour mieux vivre avec son hypersensibilité. La première étape, c'est la prise de conscience. Vous vous sentez différent des autres, vous vous sentez incompris et vous vivez dans une montagne russe émotionnelle. C'est-à-dire que quand vous êtes mal, vous êtes très très mal. Mais quand vous êtes bien, ça va être le pur bonheur. N'essayez pas de devenir comme les autres, parce que vous ne le pouvez pas. L'hypersensibilité, c'est quelque chose de génétique. On ne peut pas le supprimer, ni à le planter en soi. La deuxième étape, c'est d'accepter son hypersensibilité. Dès qu'on parle de l'hypersensibilité, on a tendance à voir les mauvais côtés des choses. Alors que l'hypersensibilité est faite de nombreuses qualités. Les hypersensibles, ils sont des personnes qui ont de l'empathie. Ils savent se mettre à la place des autres. Ils ont des intuitions. Et quand un hypersensible, il entreprend quelque chose qu'il aime réellement, il y met tout son cœur et toute son âme. Ce qui m'amène à la troisième étape, c'est de maîtriser son hypersensibilité. Vous savez, l'hypersensibilité, c'est comme un super pouvoir. Si vous ne le maîtrisez pas, c'est lui qui va vous maîtriser. Donc, les hypersensibles, ce sont comme des éponges. Il est capable de stocker toutes les émotions des gens, toutes les pensées des gens qui le regardent. Alors, il va être vite submergé et son cerveau, il est fatigué. Donc, un hypersensible a besoin d'un moment calme, d'un moment de solitude, une petite promenade, un moment de la journée pour se ressourcer et pour évacuer toutes ces émotions-là. Évacuez également votre stress. Pratiquez l'art, faites de la musique et faites du sport. Ensuite, la quatrième et la dernière étape, c'est simple, c'est de s'aimer. Aimez-vous. Soyez bienveillant avec vous-même et aimez-vous. N'ayez pas peur de votre hypersensibilité. Transformez votre hypersensibilité en une force pour changer le monde, comme l'ont fait toutes les personnes hypersensibles de l'histoire, comme Barack Obama, Albert Einstein, Mark Zuckerberg. Et ainsi, pour terminer, j'aimerais toujours préciser cette phrase. On ne guérit pas de notre hypersensibilité, mais il faut apprendre à vivre avec. Honorable assistance, merci. Quel magnifique exposé sur un trait souvent stigmatisé de notre identité. Rani, j'ai une très mauvaise nouvelle à t'annoncer. Antoinette, mauvaise comment? La première partie est déjà terminée. Antoinette, je pense qu'on doit faire une pause. Et on revient juste après.
Faites attention, s'il vous plaît. Rani, j'ai encore une mauvaise nouvelle à annoncer. Encore? C'est la fin de la pause. Eh oui, la fin des discussions tout au fond de la salle et retour à l'attention. Écoutez, écoutez tous. Et pour cette fin de la pause, nous entrons tout de suite dans le vif du sujet avec un thème, et non les moindres, vivre au-delà des harcèlements de rue. Ce sont deux membres de l'association FEO. Ce duo vient vous parler du fléau qu'est le harcèlement de rue. D'un côté, ouverte d'esprit et très expressive, Aina, jeune étudiante en géologie et en environnement. De l'autre, Inde, une jeune étudiante de 19 ans qui, avec son côté réservé et calme, projette son avenir dans la médecine. Tout de suite, vivre au-delà des harcèlements de rue. Vivre au-delà des harcèlements de rue. Bonjour. Étant victime et témoin des remarques déplacées, pervers, horrifiques et voire même inhumaines, on peut comprendre à quel point cela peut énormément affecter une personne et que les harcèlements des rues et la discrimination prennent beaucoup d'ampleur et touchent de plus en plus de personnes. Malgré que le sujet soit délicat, il ne faut pas oublier ou même minimiser les impacts que cela peut peser sur une personne. Savez-vous que chaque année, 31% des êtres humains sont victimes ou ayant vécu un harcèlement des rues? Et encore, ce statistique n'est qu'un sondage. Et dans ce statistique, les femmes sont les plus concernées. Considérées comme des objets par certains hommes, les femmes rencontrent énormément des cas désagréables dans la rue. Des attouchements, des mots vicieux, sexistes, perverses ou pire, des mots qui font directement allusion au sexe. Et le plus ironique dans l'histoire, c'est qu'on ose mettre la faute sur la victime. Il y a des gens qui osent dire « Normal qu'elle soit harcelée, tu as vu comment elle est habillée ?» Ben non, rien à voir. Il arrive qu'une jeune fille ou une jeune femme se revêt d'un habit de tout ce qu'il y a de normal, qui ne montre rien, qui n'alarme personne. Mais devinez quoi? Elles sont encore victimes de ces actes barbaresques. Et cela ne se limite pas seulement à tout cela. Savez-vous que ces actes que vous commettez et que vous pensez être banals peuvent avoir des impacts dangereux sur la victime en question? La victime crée autour d'elle une barrière et elle se ferme dans une coquille petit à petit. Mais qu'en est-il des hommes? On est enclin à prendre à la légère ou même à ignorer les cas d'agression qu'eux aussi peuvent subir dans les rues. Principalement la masculinité toxique. Est-ce par le fait qu'ils n'en parlent pas assez, par peur d'être jugés ou rigolés, ou parce que c'est moins fréquent et on oublie souvent de l'aborder? Oui, peut-être. Mais c'est dommage. La société ne prenne conscience que quand l'acte atteint son seuil de gravité, c'est-à-dire la mort, comme le cas de George Floyd. Or, hommes, femmes, petits ou grands, peu importe sa manifestation ou son degré, le harcèlement de rue et la discrimination restent toujours un acte de violence. Malgré que ce soit un problème considérable dans la société, il n'est pas totalement irréversible. On peut avancer des solutions qui peuvent radicalement changer les cours de l'histoire. La première initiative doit se prendre dès le bas âge. On doit exposer les faits aux enfants via un programme d'éducation, une sensibilisation selon leur capacité de compréhension. Cela a pour but de faire prendre conscience à la société la gravité de la situation et les inciter à prendre en compte les solutions aussi. On remarque aussi que beaucoup font l'effort de briser les stéréotypes du genre. Alors, il est temps de changer de mentalité et d'accepter les autres tels qu'ils sont et respecter leurs choix. D'un autre côté, en tant que victime, on est habitué à se taire. Mais parfois, un affrontement contre la remarque ou le geste du harceleur est nécessaire. Il faut éviter de diriger la colère contre vous, contre soi-même, car chacun est unique à sa guise et le problème vient de la société, mais pas de notre physique, de nos origines ou de nos religions. Donc, ayons une plus grande estime de soi et assumons qui on est. Et puis,
Pour parvenir à un certain état de bien-être, il est primordial de prendre soin de son corps, de son âme et de son esprit. Mais malgré tout cela, on doit poursuivre notre chemin et ne restons pas victimes, mais relevons plus fortes que jamais. La lutte contre le harcèlement et la discrimination de rue est un sujet qu'on abordait depuis longtemps grâce à des protestations ou des associations, des chansons, etc. Et aujourd'hui, élevons encore nos voix et osons faire partie de ceux qui veulent apporter du changement dans ce monde. Comme l'affirme ce livre, il y aura toujours des gens que nous trouverons toxiques, mais nous pouvons nous prémunir de leur influence, mettant fin à la haine, aux préjugés, à la jalousie, à l'injustice. Commençons à travailler ensemble comme un seul monde, comme une seule nation, comme un seul peuple. Merci. Seky an-tany kely azafady hoe misy olona tsy mahay matematika ve ato? Mpianatra ao amin'ny sampam-pianarana matematika ao amin'ny université Antananarivo no resaka amintsika manaraka eto. Dia izy zao no liana amin'ny zavatra mifandray amin'ny matematika rehetrarehetra. Izany hoe fiainan'olombelona amin'ny andavanandro hony. Izany hoe injato no iresaka amintsika fa ilaina ny matematika amin'ny fiainana. Bonjour tout le monde, je m'appelle Nzat, je suis encore étudiant en mathématiques actuellement et je pense que les mathématiques c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on sache, il faut qu'on apprend. Donc tout d'abord, mon thème aujourd'hui c'est l'importance des mathématiques dans la vie de tous les jours. Tout le monde se pose en fait c'est quoi les mathématiques, à quoi ça sert, mais tout d'abord voyons c'est quoi les définitions qu'on peut avoir avec les mathématiques. Donc, mathématiques, ça vient du mot grec, mathéma, ou mathémata en son pluriel, et ça signifie le fait d'apprendre, tout comme sa résultante, la connaissance et la science. Science, c'est une science aussi qui étudie les êtres abstraits tels que les nombres, les fonctions, les figures géométriques et surtout les espaces. Mais alors, on se pose les questions, ça sert à quoi les maths? Donc, je demande à tout le monde, ça sert à quoi les maths? Ça sert à rien, voilà. Ça sert à rien, tout le monde dirait. Ça sert à rien, mais pour moi, et selon Pythagore, le monde est mathématique. Tout est mathématique. Ça veut dire quoi? Que ça veut dire que même le plus petit des êtres vivants sur Terre font des maths. Donc pourquoi pas nous? Nous sommes des êtres vivants. Les mathématiques sont vraiment utiles et significative dans notre vie quotidienne parce qu'elles nous aident et elles sont fondamentales pour le développement intellectuel de chacun de nous, mais aussi pour les enfants. Ça nous aide à être logique, à raisonner de manière soignée et à se préparer à la pensée, à la critique et surtout à l'abstraction. Même en faisant ça, même en présentant ce qu'on veut dire, il faut toujours faire des maths, il faut calculer dans sa tête, il faut respirer. Et notre environnement est considéré par des objets dérivant des mathématiques comme nos smartphones, l'ordinateur, le caméra, même le repas qu'on mange tous les jours, on fait des maths avec. Et même dans la nature, on trouve l'intervention des mathématiques, par exemple avec les fleurs comme les suites de Fibonacci. Et même dans la Bible, on peut trouver, je vous demande de le lire, dans le livre 1 des Rois, chapitre 7 et verset 23, je cite, « Il fit la mer de fonte. Elle avait 10 coudées d'un bord à l'autre et une forme entièrement ronde, 5 coudées de hauteur et une circonférence qui mesurait un cordon de 30 coudées, qui était basé sur les calculs de circonférence en mathématiques pour construire ce fameux cuve ou fonte. On trouve aussi l'intervention des mathématiques dans l'art, comme la Joconde. Ça montre à quel point la perfection, avec le nombre d'or, la logique qu'on utilise tous les jours pour les tracas quotidiens comme comment gérer son temps, son argent, son amour, son énergie. Et ainsi, on ne peut pas s'en passer des mathématiques, car tout est mathématique. Mais alors, à quoi servent les maths? Donc, on se pose cette question. À quoi servent les maths? Elles servent à mesurer les quantités, par exemple, de nos réveils
servent à calculer est-ce qu'on a besoin de quelle quantité pour manger aujourd'hui, le repas, les dosages et compagnie. Au marché, par exemple, au marché, on trouve l'intervention des mathématiques. On demande aux acheteurs, aux vendeurs, c'est quoi le prix? Et c'est à nous de calculer. On n'emmène pas nos calculatrices partout, mais on le calcule dans la tête. On utilise des fonctions, des calculs et tout pour savoir l'optimum, le maximum et compagnie. Et même, on utilise les théories probabilistes, même sans que l'on sache qu'on utilise ces théories pour savoir, pour décider, pour prendre des décisions, en fait. Même dans les embouteillages, même durant toute notre vie, en fait, on vit avec des nombres et avec des mathématiques. Dans les transports, circulation. Mais les maths ne font pas peur. Ne font pas peur, je dis, ne font pas peur. Au final, parce que tout d'abord, il faut être rigoureux et il faut apprendre les mathématiques en s'exerçant avec motivation et ne jamais avoir peur. Moi, j'ai peur. Moi, j'ai peur de monter sur scène, mais moi, je n'ai pas peur de mathématiques. Il ne faut pas avoir peur et imagine, pense et réfléchis à ça, que tout le monde, les mathématiques ont été inventées par l'homme et pour les hommes. Et pourquoi pas vous? Vous pouvez inventer des mathématiques, vous pouvez faire des mathématiques. Et à vous les parents, à nous tous qui serons des parents un jour ou un autre, je vous demande d'encourager vos enfants, de les aider à ne pas avoir peur des mathématiques, de les aider, de ne pas les blâmer avec des mots s'ils obtiennent de mauvaises notes. Mais c'est à nous de les encourager chaque jour, chaque instant de notre vie. Et tôt ou tard, on aura des résultats positifs. Donc au final, les mathématiques ne sont pas juste des matières de réflexion, des raisonnements, mais aussi c'est une manière de vivre, c'est aussi une manière de se comporter, c'est aussi une manière de voir la vie autrement. Car les mathématiques nous offrent les opportunités, les moyens pour affronter la vie, la rigueur, le courage, la patience, l'esprit critique et surtout la logique, la base fondamentale des mathématiques. Hoc erat demonstrata dum. Merci. À quoi ça sert les mathématiques? Voilà une question plus populaire que les problématiques de philosophie que l'on se pose de la primaire jusqu'au lycée et encore aujourd'hui. Et vous avez maintenant l'élément de réponse. Et puisqu'on parle de mathématiques et de parents qui doivent aider les enfants à se développer, qu'arrive-t-il? Que dire des monoparents, lorsqu'il n'y a qu'un seul parent dans une famille? C'est justement ce dont vient parler Tina Rangiamanj, étudiante en sociologie et en anglais à l'Université d'Antananarivo. Tina est une jeune dynamique et responsable, souhaitant contribuer à l'éducation des jeunes malgaches pour le développement du pays, en considérant toutes les situations auxquelles ces derniers peuvent être confrontés. Ainsi, Tina vient vous parler de la monoparentalité. Bonjour à tous, je m'appelle Tina Rangiamanj. Mon intervention sera basée sur un thème que peu d'entre nous peuvent comprendre. Il s'agit d'une réalité par laquelle certains d'entre nous vivent. Mais c'est quoi cette réalité? Donc ces gens-là, ils vivent chacun dans une famille monoparentale. Mais c'est quoi la monoparentalité? La monoparentalité, c'est comme une formule mathématique. Beaucoup l'aperçoivent, mais peu d'entre nous peuvent la comprendre. J'aimerais savoir, qui est-ce qui peut lever la main pour me dire qu'ils connaissent des gens ayant vécu dans une famille où il n'y a qu'un seul parent? Oui, il y en a beaucoup. C'est ça la monoparentalité. Et puis, qui est-ce qui peut lever la main pour me dire, oui, qu'ils connaissent les impacts de ce fait social aux personnes concernées? Oui. Très peu. Mais ne vous inquiétez pas, c'est le cœur de mon intervention aujourd'hui. D'après ce que j'ai dit, la monoparentalité, c'est l'éducation par un seul parent de un ou de plusieurs enfants dont la situation pourrait être choisie comme subie. Par exemple, le divorce ou encore le décès. Mais la vraie question qui se pose, c'est quels sont donc les impacts de ce fait social aux personnes concernées? Bien sûr, il est vrai que
les gens ayant géré seuls leur foyer sont des personnes, disons, courageux, forts, car ils prennent la situation comme un défi à relever pour l'avenir de leurs enfants. Et puis les enfants issus d'une famille monoparentale sont plus matures et plus indépendants par rapport à ceux qui sont issus d'une famille normale. Mais malgré tout cela, ce sont les effets négatifs qui sont en grand nombre. Oui, car si nous prenons le parent en charge des enfants, cette personne-là, elle pourrait avoir des problèmes socio-psychologiques ainsi que physiques à cause des surcharges à la maison. Et pourquoi ça? Parce que si nous prenons l'exemple d'une mère célibataire, cette dernière, elle sera à la fois dotée du rôle du père ainsi que du rôle de la mère. Et ce n'est vraiment pas facile, hein, parce que elle sera à la fois chargée de l'entretien matériel ainsi que du chef de la famille, mais aussi du trésor d'affection. Alors que tout ça pourrait aboutir au stress, à la dévalorisation de soi, ou même au recours à l'alcool, ou aussi à des médicaments antidépresseurs. Et mis à part tout ça aussi, cette situation pourrait aboutir à la difficulté à trouver des travails. Et pourquoi ça? Parce qu'il y a des gens qui pensent que les personnes gérant seules leur foyer sont des personnes peu fiables. Car, par exemple, les employeurs pensent au retard fréquent ou encore à l'absence fréquente. Oui, c'est vraiment trop triste. Et concernant les enfants, la situation à laquelle ils sont confrontés peuvent entraîner le trouble affectif. Un jour, un enfant vivant seul avec sa mère demande à cette dernière « Maman, ça coûte combien pour revoir mon père ?» Et c'est vraiment triste à entendre, parce qu'à travers cette phrase, cet enfant nous montre sa tristesse inconsciemment. Et aussi, il faut savoir aussi qu'il y a une corrélation entre le fait d'avoir été élevé par par une mère seulement ou bien par un père, et le fait que cet enfant-là a une difficulté à avoir une relation avec les autres, ce qui explique par exemple l'existence des enfants introvertis. Et pour finir, les impacts de ce fait social aux enfants, l'absentéisme, la difficulté scolaire ou encore le mauvais climat familial pourraient entraîner à la délinquance juvénile, la déviance juvénile, tout ça, et même à des comportements problématiques et violents. Par exemple, les resquilles ou encore les fugues, à la participation à la bagarre. Mais pourquoi est-ce que j'ai parlé de tout ça aujourd'hui? Parce que j'aimerais donner quelques solutions. Déjà, pour la société, il faut arrêter les préjugés et les discriminations des personnes qui sont issues d'une famille monoparentale. Et oui, et il faut aussi bien les entourer. Pour finir mon intervention, j'aimerais vous faire part d'une phrase qui me touche vraiment. À tous qui élèvent seuls leurs enfants, sachez que vous êtes des héros. Merci à tous. Mon identité, mon arme. C'est ce que Tikarine va nous parler maintenant, car elle est convaincue de l'importance de la découverte de l'identité personnelle, de l'acceptation de soi. Alors, elle croit que tout commence au moment où l'on réalise vraiment notre raison de vivre. Mesdames et messieurs, Tikarine. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Tic et aujourd'hui je vais vous parler de mon thème qui est mon identité, mon arme. Alors, vous vous posez certainement la question pourquoi j'ai choisi ce thème et en quoi consiste ce thème. En fait, je suis convaincue que la vie est un combat, la vie est une aventure où la seule arme et la seule chose qui va nous accompagner tout au long de notre parcours, c'est nous-mêmes. Voilà pourquoi c'est important de découvrir qui on est et quelle est notre raison de vivre. Alors, vous êtes prêts? Alors, comment faire de notre identité notre arme? Tout d'abord, en faisant une introspection, en regardant ce qu'il y a à l'intérieur de nous, mais aussi en se posant les bonnes questions. Pourquoi se poser les bonnes questions? Parce que les réponses à ces questions-là vont guider chacun de nos pas. Par exemple, pourquoi je vis? Quel est mon objectif? Quel est mon rêve? Qu'est-ce qui donne du sens à ma vie?
avec qui je veux avancer, mais aussi quelles sont mes forces et quelles sont mes faiblesses. Quelles sont mes forces et quelles sont mes faiblesses? Pourquoi j'insiste sur ce point-là? Parce que nos faiblesses peuvent être un obstacle à l'atteinte de nos objectifs. Et aussi, il faut qu'on soit conscient de nos faiblesses, non pas parce qu'on va se rabaisser, mais parce qu'on va les dépasser. Je vais vous raconter une petite histoire. Avant, j'étais une fille très timide, mais je savais quand même que j'avais de bonnes idées. Mais je n'osais jamais partager ces idées-là. Et à un moment, je me suis dit, jusqu'à quand est-ce que tu vas vivre comme ça? Et en fait, vous savez, c'est juste une question de choix. C'est une question de choix d'accepter que, oui, j'ai mes faiblesses, je suis timide, j'ai un peu du mal à m'approcher de cette personne-là, j'ai un peu du mal à communiquer avec ces gens-là, mais qu'est-ce qu'il y a au-delà de ça? Au-delà de ça, il y a une voix dans ma conscience qui me dit que si tu as envie de faire ça, tu dois faire ça, mais que tu n'oses pas faire ça. Et c'est là qu'il y a un déclic, c'est là que tu commences à te dire que oui, je dois maintenant sortir de ma zone de confort. C'est là que tu commences à te dépasser toi-même et c'est là que tu commences à ne plus te soumettre au regard des gens sur toi. Vous me suivez toujours? Alors, j'ai un message pour vous aujourd'hui. Toi, sache que parmi les 7 milliards 800 millions, je ne sais pas, de personnes sur cette terre, tu es unique. Qu'est-ce qui fait que tu sois unique? Tu as tes propres talents et tes propres dons. Les talents et les dons, ce n'est pas forcément savoir chanter, savoir danser, c'est ce qui te caractérise des autres personnes. C'est ce qui te différencie des autres personnes. Peut-être que tu es un peu plus à l'écoute des gens que les autres personnes. Peut-être que tu décides juste de partager de l'amour et du sourire autour de toi parce que tu en as beaucoup. Tu as des forces et des faiblesses. On en a déjà parlé tout à l'heure. Tu auras tes propres succès et tes propres échecs. Et laissez-moi vous dire une chose, le succès n'a pas de définition, car le succès est propre à chacun. Pour une personne, ça pourrait être devenir médecin. Pour une autre personne, ça pourrait être fonder une famille, avoir un bébé et de petits chiots avec. Pour une autre personne, ça pourrait être juste avoir la paix intérieure et voir ses proches être heureux. Et enfin, à chacun son timing. Dans la société actuelle, les gens ont tendance à comparer leur parcours avec les autres personnes, alors que chacun son choix. Il y a des gens qui peuvent dire en ce moment, Tic, à ton âge, à 21 ans, les gens ils sont mariés, les gens ils sont fiancés, ils ont leur bébé, alors que toi tu es sur une scène en train de parler de je ne sais quoi. Et enfin, pour terminer, j'aimerais juste vous encourager à découvrir qui vous êtes, à découvrir pourquoi vous vivez et enfin, à accepter vos défauts, vos faiblesses, mais d'être conscient qu'au-delà de ça, vous avez des objectifs et des rêves à accomplir. Et enfin, je vais terminer avec une phrase, un verset biblique qui me tient vraiment à cœur, qui est « Lève-toi et brille ». Alors, qu'attendez-vous de briller? Merci beaucoup. Cette magnifique intervention me rappelle une citation de Soprano qui dit que « Tout est possible quand tu sais qui tu es, tout est possible quand tu sais d'où tu viens ». Mesdames, Messieurs, après cette magnifique intervention sur notre identité et sur ce que nous pouvons faire et où nous allons aujourd'hui parler d'un fait social qui est récurrent, que nous voyons en permanence, les réseaux sociaux, qui deviennent une habitude courante et indispensable pour les jeunes. C'est Ida Sichak, étudiante en troisième année de licence en histoire et en géographie à l'école normale supérieure d'Antananarivo, très observatrice de la société où elle vit, qui va nous apporter des critiques sur cette société moderne qui donne trop d'importance, je plaide coupable, aux réseaux sociaux dans sa vie quotidienne. Dans son intervention, elle va nous montrer les manifestations de cette habitude courante et presque indispensable pour les jeunes et les impacts négatifs de l'utilisation abusive des réseaux sociaux. Tout de suite, Ida, réseaux sociaux, une habitude courante et indispensable pour les jeunes. Réseaux sociaux, une habitude courante et indispensable pour les jeunes. Bonjour à tous, je m'appelle Ida et je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler, pour partager avec vous ce thème. Notre époque est marquée par les plus grands progrès technologiques, d'où les réseaux sociaux nous rendent service et améliorent les relations humaines. Nous sommes appelés les enfants digitaux,
parce qu'il paraît qu'on a toujours nos doigts sur nos claviers. La question qu'on se pose est actuellement, est-ce qu'on peut s'en passer? Et voici une image d'un bel endroit avec une question. Est-ce que vous pouvez vivre là-bas pendant 6 mois avec une seule personne? Mais la condition est que vous êtes privé de connexion Internet. Oui, merci pour votre réponse. Oui, mais quand même, c'est dommage de prendre des photos et ne pas les exposer dans nos stories ou les partager sur les réseaux sociaux. C'est comme si on n'y était jamais allé. C'est devenu une très grande nécessité de poster à chaque fois des photos pour dire moi j'étais chez Gastronomie Pizza aujourd'hui ou chez KFC. Alors là, c'est devenu une habitude courante. Cela fait partie de notre vie quotidienne. Et alors là, on peut parler... Oui. Dès qu'on a quelque chose de plus belle, on s'affiche sur les réseaux sociaux. Et là, cela fait partie de notre vie quotidienne. Dès le réveil, on se connecte. Quand on fait quelque chose de mieux, on se connecte. Et là, les jeunes, selon les enquêtes, les jeunes sont sur les réseaux sociaux pour 3 raisons. D'abord, pour se communiquer, parler avec ses amis, ses crushs, ou sa petite copine, etc. Ou pour s'informer, et encore pour se divertir. Mais quel genre de divertissement faites-vous sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous regardez des documentaires? Vous regardez des vidéos? Est-ce que vous êtes le genre de personnes qui suivent toujours les mêmes ou vous suivez le groupe comme Team Vanitka ou etc. Ou vous êtes l'un de ces personnes qui ne fait que critiquer les profils des autres sans les connaître et apporte des préjugements? Ou encore, vous êtes l'un de ces gars qui passent son temps à draguer les filles sur les réseaux sociaux? C'est triste, c'est la réalité. Non, je vise personne. Et là, les réseaux sociaux sont devenus comme des drogues. Quand on a commencé à goûter, c'est difficile de s'arrêter. Et là, on peut parler de la cyberdépendance. Dès le réveil, on se connecte. Quand c'est possible, on se connecte. On réduit le temps de faire les tâches courantes comme manger, dormir, pour se connecter, s'éveiller tard la nuit. Par conséquent, on devient paresseux, moins productif. Et encore, pour les étudiants, cela entraîne la peste, une peine intellectuelle, donc échec scolaire. Alors, savez-vous que le fait d'avoir des j'adore et plus de commentaires, cela devient une obsession pour les jeunes. On se sent important quand on a plus de j'adore, plus de j'aime, plus de commentaires. On est tous maintenant à la recherche des j'adore et des commentaires. Et aussi, alors là, on s'affiche dans des tenues de plus en plus sexy et attirantes pour dire au monde « Hey, je suis là, je suis ici », pour attirer l'attention des autres. Et le pire, c'est que ça devient la fin des sujets tabous et de la culture et de la tradition. Les ados ne se limitent plus à ce petit rang rouge, moins de 18 ans. Quand ils veulent, ils peuvent. Et au-delà d'une utilisation abusive, on peut aussi parler de l'emprisonnement dans le monde virtuel. On a du mal à voir la réalité. On est tous emprisonnés dans ce monde sans en rendre compte. Alors là, on n'a même pas l'intention d'y échapper. On est dans une compétition de qui est heureux, qui a la plus belle vie. Et là, on s'invente tous une meilleure vie, autant que possible. On vit à travers les regards des autres, de l'apparence et de la vantardise. Nous sommes ce que nous voulons être sur les réseaux sociaux. On crée tous une image meilleure de nous-mêmes. On est emprisonnés. Et encore, on devient
solitaire, on est victime de désinformation et des rumeurs. Et encore, le pire, c'est que on se compare à des images parfaites et à des gens qui semblent vivre une belle vie, alors que cela entraîne ce qu'on appelle la complexe d'infériorité. Enfin, finalement, quand on abuse de l'utilisation des réseaux sociaux, cela affecte notre santé mentale. Vous avez 16 ans, vous avez 17 ans, et vous avez violé une fille de 15 ans, mais mesdames et messieurs, ils ne vont pas bien dans leur tête, ils sont malades. Et encore, j'espère que vous n'avez pas oublié l'histoire de Nini, Nini qui a posté sur les réseaux sociaux que sa meilleure amie est morte, etc. C'est pour créer des buzz, pour être célèbre, la folie de la célébrité. Tout ça, ce sont les impacts négatifs de l'utilisation des réseaux sociaux. Mes amis, la jeunesse est un passage où on construit notre avenir, soit on le détruit. C'est dommage qu'à cause d'un poste que vous avez fait dans vos jeunesses, qui vous empêche de décrocher le job de vos rêves, parce que pendant que vous avez récolté des gemmes, des futurs employeurs vous ont suivi. Si on est comme ça, comment se manifesterait l'utilisation des réseaux sociaux par les futures générations, nos enfants? Soyons des modèles et utilisons les réseaux sociaux avec parcimonie et ne pas se laisser happer par l'univers virtuel qui n'a rien de réel. Merci beaucoup. Comme nous le savons tous, les réseaux sociaux, comme Yael vient de dire, les réseaux sociaux nous éloignent de ceux qui sont proches de nous et nous rend un peu plus proches de ceux qui sont loin de nous. Alors, à vous de voir. Et Rouinienne va nous parler maintenant des différents troubles d'attachement entre parents et enfants. Elle veut également nous expliquer comment développer un attachement sain, qui est la base essentielle pour construire toute une vie avec l'enfant. Mesdames et messieurs, Rouinienne. Bonjour, je m'appelle Rouinienne et je vais parler de psychologie. Vous vous rappelez du sujet de la monoparentalité qu'on a parlé tout à l'heure? Vous vous rappelez? Bien, on va décortiquer tout ça, d'accord? Cette présentation a but d'inciter à la compréhension, d'accord? Est-ce qu'on m'a bien compris? Voilà, ok, on va commencer. Je vais vous raconter une histoire, en fait, pour voir de quelle manière cela impacte la vie d'un individu, enfin l'attachement entre parents et enfants, d'accord? Vous me suivez bien? Et on va répondre à la question comment développer l'attachement sécure chez un enfant. Ok, la première histoire, c'est Rija, une romantique désespérée qui croit encore au prince charmant, rencontre son idéal, qui est Rija, un jeune entrepreneur qui a réussi dans sa carrière, un portrait caché de Monsieur Gray, qui est distant, froid et montre très peu de signes d'affection. Donc, de son côté, Rija veut accaparer cette attention-là et de toutes les manières possibles. Par la dispute, elle l'envahit, elle est jalouse, elle rumine des pensées négatives. Est-ce qu'il me trompe? Est-ce qu'il va me quitter? Et cette relation est totalement toxique, d'accord? En fait, on va replancher dans leur enfance pour expliquer pourquoi c'est comme ça, d'accord? Rija, en fait, a perdu son père à l'âge de 4 ans dans un terrible accident de voiture. Et du coup, sa mère doit subvenir à ses besoins et a un travail qui nécessite beaucoup de déplacements. Et ça crée chez elle beaucoup d'anxiété. Est-ce que maman va revenir? Est-ce qu'elle va me laisser? Combien de temps est-ce qu'elle va rester là-bas? Et donc, ça a causé chez elle beaucoup d'anxiété, une peur de l'abandon, un manque de confiance en soi, et c'est ce qu'on appelle, mesdames et messieurs, l'attachement anxieux. D'accord? Pour Reed, il n'a jamais connu son père. Sa mère est souvent malade, elle est alitée, et c'est leur tante qui passe de temps en temps chez eux pour prendre soin d'eux. Mais Reed a compris très tôt qu'en fait, il devait être indépendant, et donc il rejette l'affection, il rejette toute forme d'attachement. Il n'a que des relations très superficielles avec les autres et c'est ce qu'on appelle l'attachement évitant. Deuxième histoire. Yuli
Et Rivu se sont mariés seulement après un an de relation. Et après 2 ans de mariage, Rivu a perdu son boulot. Pourquoi? Parce que à cause de la violence au travail. Donc Yul est un peu perplexe. Ce n'était pas l'homme qu'elle avait épousé, d'accord? Au début, il semblait quelqu'un de très calme et très réfléchi. Yul, par contre, elle a fait une longue étude. Elle a une carrière très prometteuse. Et Rivu, au foyer, il se sentait un peu complexé parce qu'il est au chômage. Et il a commencé à manifester une violence conjugale qui est alternée en même temps par des moments d'accalmie et d'affection. Et c'était très perturbant pour Yul. Et elle n'en pouvait plus, donc elle l'a quitté pour un autre homme et elle s'est remariée avec quelqu'un qu'elle vivra toute sa vie. Pourquoi ça s'est passé comme ça? On va replonger encore dans leur enfance, d'accord? Rivu avait des parents alcooliques, d'accord? Donc, ça inclut des émotions négatives permanentes au sein du foyer, d'accord? Ils déménagèrent plusieurs fois parce que ses parents alcooliques ne pouvaient pas payer leur loyer correctement. Donc, ça crée chez lui une perte de l'identité, une perte de repères, d'accord? Il a aussi cette attirance pour la violence, pour le drame à cause de ça. Et il y a aussi cette contradiction entre le comportement du parent. Pourquoi maman et papa disent qu'ils m'aiment alors qu'ils sont violents avec moi? C'est ce qui a créé cette alternance entre chaud et froid dans son comportement, c'est-à-dire il a un double visage et c'est ce qu'on appelle l'attachement désorganisé. D'accord? Tandis que Yul, elle avait des parents aimants, stables, avec une maman qui s'occupe d'elle. Donc, elle a reçu des soins réguliers, fiables, constants, d'accord? C'est ce qui a créé chez elle cette régularité, cette stabilité dans son comportement. Elle a plus confiance en elle et elle passe plus de temps à explorer son environnement au lieu de se focaliser sur le comportement du parent. Et c'est ainsi, mes amis, qu'on a pu répondre à la question « Comment développer un attachement sécure chez un enfant ?» Merci. Utile, nécessaire et importante, retenez des informations qui vous permettront de construire une relation saine avec votre enfant. Fivelarana ary ny fahasambaran'ny ankizy ihany miaraka amin'ny Franky izay mpianarana nivon'ny Tily eto Madagasikara. Tanora mavitrika sy vonona anampy ny tanindrazana izy ary mpikambana sy mpanolontana eo amin'ny vondrona feoko sy Challenge for Kids. Esolotena ireo hiaran'ny fanavakavahana no andraisany anjara amin'ny Jody Solo. Ny lohahevitra ho velabelarin'ny androany dia ny fanavakavahana eo anivon'ny fianakaviana. Manakory nareo Franky ny anarako. Efa hitantsika eto amin'ny soratra eto moa ny lohahevitra izay velabelariko. Nisy fanavakavahana tamin'ny andron'ny Nelson Mandela ary fantatsika ve fa mbola misy amin'izao andro iainantsika izao. Hita izany any am-piasana, any am-pianarana, eny amin'ny fiarahamonina fa mahagaga amin'ny fisin'izany eo anivon'ny fianakaviana. Inona moa no atao hoe fianakaviana? Fianakaviana dia fitambaran'ireo havana mitomboka amin'ny olona mitomboka amin'ny ankohonana hatramin'ny olona mizara ratsy fasana na ny kamana tamin'ny alalan'ny fanambadiana. Raha ny marina, fitambaran'ny olona mifototra amin'ny fitiavana, firaisan-kina, fifampitsombinana sy fifanajana no atao hoe fianakaviana. Ary inona kosa no atao hoe fanavakavahana? Ny fanavakavahana dia fanalana olona iray na roa tsy araka amin'ny maro. Io teny io dia ahitantsika mpamaritetra hoe miavaka, izany hoe misy fanaliana olona miavaka. Nisy olona iray nanolo-tena mba hiteny ho solo-tenan'ny fianakaviana. Teo am-pitsanganana izy dia efa hanambaniana.
Isandran-dray no iteneny. Ivetsy anondrany eo. Zahay zokolary lesy tsy maika fa ela. Vokatr' izany, ny salasala izy. Iteny ary ve sa tsy iteny? Raha manondrany eto aho, vao maika zao imezandreo. Jereo mariny rehetra zoky, ta tsy miteny, maika fa izaho. Ahoana moa raha nahatoky teny izy? Ahoana raha tapa-kevitra izy fa hiteny? Ahoana koa raha nahatoky teny izy ka nilaza hoe zany mahay, matoa izany samy miakatreto miteny. Izy raha teo vonona sady hisy olo-tena na dia mbola misy zokiny azy. Fanavakavahana miankina amin'ny taona no hita eto. Ary mety hiankina amin'ny fihaviana, amin'ny volon-koditra, amin'ny volon-doha ihany koa, ny fanikiliana sy fanavakavahana. Feny, sahy manalavitra ireo manakana antsika tsy hivoatra. Matokiny tenanao, sahy miavaka amin'ny tsara. Mahafaly antsika ve ny mahita ny havana sy namana tafita? Koa andao ary hifanampy ho tafita. Vous êtes toujours chaud? Nous accueillons notre duo qui s'avère être plus grand parce que c'est eux qui vont conclure notre deuxième partie. Christiane et Finarch, ils suivent le même cursus universitaire en faculté de droit et sciences politiques. Ils sont passionnés de l'art oratoire et donc, selon eux, dans le monde infiniment grand de l'art, ils sont encore sur la voie de l'apprentissage, mais pour eux, la vie va du droit au pinceau et du droit au micro. Mesdames et messieurs, Christiane et Finarch. Mesdames et messieurs, honorable assistance, accrochez bien votre ceinture parce que nous allons voyager dans un monde qui n'intéresse la majorité des Malagasy, le monde de l'art. Tout art est un pilier de développement. Malheureusement, il n'a jamais été accepté à sa juste valeur dans la société malagasy. Bienvenue dans le monde de l'art contemporain où l'on rencontre un problème majeur et que l'on retrouve surtout dans notre société avec les fameuses paroles. L'art n'est qu'une perte de temps. Nombreux sont les artistes qui subissent ces pressions. Pourtant, l'art tient une place essentielle dans notre pays. Et surtout, cela peut bien être un moteur de développement qui implique la construction d'une nouvelle vision culturelle. Regardons, mesdames et messieurs, dans les pays développés, ils savent mettre l'art à sa juste valeur. Cela fait maintenant plusieurs années que le Royal College of Art London, situé en Grande-Bretagne, figure en première place et est classé première université au monde des arts et de design. Et puis, on trouve encore dans un pays anglophone avec Pearson School of Design, New York, aux États-Unis. Leur économie est développée avec l'art. Pourquoi? Parce qu'ils savent que l'art peut bien être un moteur de développement et cela peut construire un développement durable à travers le pays. Moi, je suis un praticien de l'art oratoire. Mais c'est quoi? C'est l'art de la parole qui émeut, la parole qui convainc et la parole qui touche. Je peux vous dire que tout art peut amener à un développement économique. Mais le développement n'est pas que ça. Développement, un pays avant tout est un ensemble de ses citoyens. Si nous voulons un développement pour notre pays, cela devrait commencer par nous, chaque citoyen. Développement personnel. Les activités artistiques développent l'idée que l'on se fait de soi-même. Développement du langage, développement cognitif, développement aussi, mesdames et messieurs, quoi? Le développement de nous, notre mentalité. Ce n'est pas pour rien
que l'art à l'étranger est enseigné à l'école. Une étude a été faite auprès d'élèves américains du secondaire que ceux qui avaient eu une relation étroite avec l'art obtenaient un résultat nettement supérieur que ceux qui n'avaient pas eu cette expérience. Voulons-nous un développement pour notre pays? Alors, enseignons à nos enfants l'art, l'art oratoire, la peinture, ainsi que toute forme d'art que vous connaissez. Et regardons par nous-mêmes ce que ces jeunes à venir de notre pays peuvent faire pour notre pays. Soyons réalistes, mesdames et messieurs. Il faut repenser notre modèle de développement. C'est une urgence et une nécessité. Certes, l'art malagasy a été étouffé par la colonisation, mais cela ne doit pas être une excuse pour ne pas redémarrer une nouvelle relance économique. Les pays développés ont une longueur d'avance, mais nous aussi, nous pouvons avancer par les moyens du bord. Il existe des centres culturels ici à Madagascar qui ont pour objectif de développer notre pensée, tels que l'IKM, Lifter Ani Kulsen à Malagasy, qui a pour objectif de développer durablement l'art et la culture. Il existe également des associations qui éduquent les jeunes artistes, comme Plumard Madagascar, Varatav Association et d'autres encore. Le nouveau modèle de développement devrait donc commencer au sein même de ces entités. L'État doit donc promouvoir une politique artistique et culturelle qui ne sera que favorable au développement. Valorisons l'art, mesdames et messieurs, si votre proche est artiste. Soutenez-le. Si votre enfant commence à prendre un crayon pour une simple envie de dessiner. Soutenez-le. Si vous passez en Tanaren ou à Nalakiel, vous remarquez sans doute ces artistes qui nous étalent leur talent. Soutenons-les. Mesdames et messieurs, merci pour votre applaudissement enflammé. Oui, soutenons-les parce que toute chose entre de bonnes mains et utilisée avec intelligence peut amener à un développement durable. Et oui, ces artisans, ces artistes, à Tanaren ou à Nalakiel, ils ne sont pas à leur place et leur talent est au chômage, malheureusement. Dans les pays développés, ils savent mettre l'art à sa vraie valeur. Vous tous ici présents et qui nous regardez en ce moment derrière votre écran, voulez-vous apporter votre pierre dans l'édifice de développement de notre pays? Alors, changeons notre mentalité de l'art. Mais aussi et également, nous pouvons soutenir ces artisans malagasy qui sont des vrais génies. Sacs, chapeaux, tapis, paniers, ce sont tous des chefs-d'œuvre. Soutenons-les en achetant parce que oui, mesdames et messieurs, ils ont de la valeur, ils donnent de la valeur à l'art. Mais nous aussi, nous ici présents, seuls 34% d'entre nous consomment vraiment le vide à Malagasy. Ne laissons pas seulement aux étrangers le privilège de savourer nos produits. Messieurs, dames, mettons l'art à sa vraie place afin qu'il puisse nous mener vers le développement. Cicéron, ancien homme d'État romain, philosophe et éminent orateur, affirme que la finalité de l'art oratoire se résume en 3 mots. 3 mots, mesdames et messieurs. Modérer, plaquer, en 3 mots. Qui veut dire instruire. Ah oui. En 3 mots, je vois que vous êtes concentrés. Modérer, plaquer et doquer, qui signifie soit émouvoir, instruire et plaire. Nous espérons qu'on vous a ému, vous a instruit et vous a incité à aimer l'art parce que ainsi s'achève notre voyage. Vous pouvez enlever votre ceinture et que nos mots resteront dans vos pensées. Mesdames et messieurs, nous pouvons affirmer désormais que l'art est vraiment un pilier de développement. Mesdames et messieurs, une pénaliste en devenir et une artiste, j'ai nommé Andiam Tajnena Christiane. Et Andiam Mela Soufnach, un jeune orateur, un débatteur, mais surtout un militant au droit de l'environnement. Mesdames et messieurs, merci. Quels étaient ces 3 mots déjà? Émouvoir,
instruire et plaire, c'est fait. Et parce qu'ils nous ont donné, il est temps de redonner en retour. Alors nous allons demander à chacun des participants de se lever un par un pour que vous puissiez les applaudir comme il se doit. Donc, en deuxième partie, nous avons Aina Ndiamamundi et Ando Razafunjanaiv. Levez-vous, s'il vous plaît. Nous avions Avu et Jennifer. Veuillez monter sur scène si vous êtes encore là. Nzatou Mathias. Nous y avions Rasu Alicia. Tina Ranjiamanji. Nous avions Nadia Razafiar Malal. Tikiarena Ranjiamampian. Nideali Chedidia. Ida Sichaka. Stéphane Picoulas. Zoinyena Nambintsu. Johanna Tirvalaz. Francky Raté-Raisson. Kuluna Ranjiamamunds. Christiane Efinarch. Et Toukman Jassan. Dix éditions déjà du Jeudi. Les jeunes ont des idées qui n'auraient pas eu lieu sans eux et qui n'auraient pas eu lieu sans vous. 10 éditions déjà où on partage, on fait un constat, on donne des solutions. 10 éditions déjà où nous émouvons, où nous plaisons et où nous instruisons. Réunis aujourd'hui, jeunes qui avaient des idées, entendez, écoutez. Cette scène est à vous, cette scène est pour vous. N'hésitez plus. Merci à tous.